Afro-Diaspo chez vous, Afro-Diaspo chez nous, chers auditeurs et internautes. Je suis toujours erré quand je me mets ici sur cette chaise, quand je suis face à cette caméra, devant ces micros pour vous présenter cette émission. Exprimez-vous. D'ailleurs, les contextes est déjà clair. Exprimez-vous. S'exprimer en toute liberté. Nous sommes là pour s'exprimer, auditeurs et internautes. Merci de faire confiance à la radio du monde Afro-Diaspora Média. Merci de faire confiance à cette émission. Exprimez-vous. Cette émission podcast qui vous est toujours présentée par Moïse Magnon, Tonton Mani pour les habitués. Merci beaucoup en tout cas. Comme je l'ai dit toujours avant de commencer cette émission, abonnez-vous, vous qui nous suivez en direct sur YouTube. Veuillez vous abonner. Cette petite pouce bleue, ça nous fera toujours du bien. Si vous avez des préoccupations ou commentaires, veuillez les laisser aux commentaires. Vos questions toujours aux commentaires. Vous qui nous suivez à la radio Afro-Diaspora Média, mes big salutations. Vous nous suivez depuis Vancouver, là-bas au Canada, là où la radio a commencé. Mes big salutations. Vous nous suivez à Nairobi, mes big salutations. Vous nous suivez partout dans le monde. C'est ça qui fait notre force, une radio partout dans le monde. En fait, j'ai eu une petite nouvelle à vous partager avant directement d'entamer l'émission d'aujourd'hui. D'ailleurs, nous parlerons de la révision constitutionnelle. Si ça sera vraiment un remède pour la justice congolaise qui est malade. Et avec un casting très très costaud que j'ai choisi, vous ne serez pas dessus comme toujours. Une petite annonce, il y a l'UNIF 7/7, un média en ligne qui organise déjà une soirée ciné dénommée Bisso na Bisso. Ça sera le 14 décembre prochain. Ça sera à l'Université pédagogique nationale. Les billets sont vendus à 5 000 francs pour les générales et 5 $ pour les VIP. Une soirée à ciné, ça sera d'ailleurs de 16h à 20h. Vous pouvez partir en famille pour vous divertir, pour aussi apprendre. On n'apprend pas toujours à travers les livres, on apprend aussi à travers des films. Vous qui voulez participer ou qui voulez réserver votre place, contactez les 098 0069 605 098 0069 805. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes maintenant là. Exprimez-vous d'aujourd'hui, jeudi 14 novembre 2024. Vous nous suivez partout dans le monde. Merci beaucoup à tous nos auditeurs, à vous qui nous donnez la force. Merci beaucoup. Nous sommes toujours là. Afro-Diaspora Média reste toujours la radio au milieu du village. Comme je l'ai dit tantôt, État généraux de la justice, est-ce enfin les remèdes à la justice congolaise? Est-ce enfin les remèdes vraiment à la justice congolaise? Le président de la République nous a parlé d'une justice malade. Avec tout ce que nous avons vécu en République démocratique du Congo, et le nouveau ministre de la Justice, Constant Moutama, que je salue en passant, nous a apporté les états généraux pour qu'après naissent des réformes. Est-ce c'est ça qui va guérir la justice congolaise? Et pour en parler, nous avons 3 juristes. Je suis d'ailleurs heureux parce que nous parlons des droits. Et ils sont les hommes des droits. Et c'est quelque chose de très, très vraiment important. Nous avons Abel Steve Vundwawe. Il est juriste et aussi initiateur du MJPE et cadre du LGD, que je dis bonjour et bienvenue chez Afro-Diaspora Média. Bonjour, cher Moïse. Très bien, merci beaucoup. Nous avons David Kabassé là, derrière l'habitué de la maison, juriste et maître avocat, que je dis bonjour et bienvenue chez Afro-Diaspora Média. Bonjour, cher Moïse. Très bien, merci beaucoup. Et nous avons Joël Kayimbi, juriste et acteur politique, que je dis aussi bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, monsieur Moïse. Très bien, mais bonjour et bienvenue à vous aussi, auditeurs et internautes de partout où vous nous suivez. Nous sommes là. Rechargez bien vos mégas, vous qui nous suivez en ligne. Nous sommes toujours là. Vos questions, préoccupations, aux commentaires, n'oubliez surtout pas, nous allons vous lire en direct. Biscuit de l'émission. Avant de lancer la thématique du jour, il y a toujours un biscuit que nous partageons à nos invités. David Lessé, parce que ce n'est pas sa première fois. Et bienvenue à Steve et Joël pour leur première fois ici chez Afro-Diaspora Média. Je crois que c'est la première, ça ne sera pas la dernière fois. Biscuit de l'émission, embouteillage dans la ville province de Kinshasa. On va un peu prendre quelques 3 minutes pour émettre votre avis et on va passer à la thématique du jour. Aujourd'hui matin, quand je venais ici à la radio, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est arrêté à Kitambo Magasin, vu qu'il y avait vraiment un embouteillage et la population l'a interpellé sur ces phénomènes ou ces systèmes de bandes uniques. De fermer d'abord
l'autre bande pour alimenter l'autre bande. Quelle est votre lecture sur l'embouteillage dans la ville de Kinshasa et que doit faire le gouvernement provincial en place pour panner à ces problèmes? David Kabassé, là. Merci beaucoup, cher Moïse. Deux fois ne pas coutume, je voudrais d'abord commencer par remercier mes co-débatteurs qui sont ici présents. Très bien. Et saluer aussi tous les auditeurs de cette chaîne. Alors, par rapport à votre question sur la question des embouteillages ici à Kinshasa, l'idée que le gouvernement provincial a mise en place sur la question de fermer certaines bandes à certaines heures concernant les sens uniques, ce n'est pas une mauvaise idée en fait. Très bien. Ce n'est pas une mauvaise idée parce que dans certains milieux ça tient, mais dans certains milieux ça ne tient pas. Je donne les cas des Lupin par exemple. En tout cas, quand il y a bande unique, à partir du matin vers juste 10h, en tout cas, tout est bien. Très bien. Par rapport aux embouteillages de certaines personnes qui pouvaient se précipiter pour aller en ville, vous sentez que la circulation elle est fluide par rapport à avant. Très bien. Pourquoi? Parce que cette politique est mise en place. Mais il arrive aussi à un certain moment, certains côtés, où les choses paraissent un peu très compliquées. Notamment ici en ville, quand vous prenez la grande route de la Cour des cassations, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et c'est presque impraticable. La route est en état de délabrement. Il n'y a pas d'entretien. Vous comprenez que quand il y a un peu de trous partout sur la route, ça cause un peu de problème. Les véhicules sont obligés de ralentir. Et quand plus vous ralentissez, il y a des embouteillages qui vont commencer à se créer petit à petit. Très bien. Vous comprenez que dans certains coins, ça ne tient pas. Alors tout ce que nous pouvons proposer, c'est que du côté où ça tient, cela reste comme ça. Mais là où ça ne tient pas, en tout cas, ce sont des hommes, ils peuvent chercher d'autres solutions. Qu'ils réfléchissent autrement. Qu'ils réfléchissent autrement par rapport à cette question. C'est tout ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Très bien, merci beaucoup David Kabassé. Là, Steve, Abel Steve, votre point de vue sur ce qui est embouteillage à Kinshasa avec ces phénomènes ou ces systèmes d'essence unique? Ouais, très bien, merci. Je commence d'abord par présenter mes salutations à mes co-débatteurs à côté de moi. Très bien. Ce que je peux dire par rapport au problème d'embouteillage est que le gouvernement provincial, déjà dans l'urgence, devait commencer... Essayez un peu de vous avancer vers les micros, les auditeurs m'écrivent déjà. Oui. Le problème avec les embouteillages, c'est que le gouvernement provincial doit normalement, en principe, commencer à arranger des routes. Puisque le problème est généralisé, presque généralisé partout dans la ville de Kinshasa. Très bien. Donc, par rapport au sens de bande, comment on appelle ça? Sens unique. Sens unique. Par rapport au sens unique, je pense que c'est un désordre. Sincèrement, c'est un désordre. Pourquoi? Parce que prenons les cas de boulevard ici. On dit que non, l'autre côté, vous n'allez pas avancer en attendant que les autres avancent. Mais quand les autres avancent, l'autre côté, on dit non, stoppez. Il y a des uns qui viennent de l'autre côté pour traverser. Ça pose déjà un problème. Très bien. Alors, comme le maître l'a dit, il y a des côtés où ça marche et il y a des côtés où ça ne marche pas. Ça ne marchait pas. Donc, je pense que le vrai problème serait que le gouvernement puisse mettre en place des moyens pour essayer de construire des routes. Par exemple, vers Kabambar. Des routes secondaires, c'est ça? Oui, des routes secondaires. Vers Kabambar, c'est complètement les tapis. Kabambar, Kassaï, il n'y a pas de route. Voire même Ouiléré. À Ouiléré, c'est encore la mort. Je passe chaque jour par là pour aller à l'UPC, mais c'est pas possible. Donc le gouverneur de la ville, le gouvernement provincial, en association avec le ministre de Transport, M. Jean-Pierre Bemba, qui ne fait presque rien du tout. Donc ils doivent se mettre en concertation. On m'avait dit ici que le président de la République... l'a interpellé. J'étais sur place. L'a interpellé ce matin. Ouais. Donc je pense vraiment que la réunion qui va se tenir les après-midi ici va apporter ses fruits pour essayer de trouver une solution par rapport à ces problèmes. Très bien. Merci beaucoup, Abel Steve. Joël Kayimbi, embouteillage à Kinshasa, sens unique de l'autre côté. Comme a dit David Kabassé, le maître, ça tient d'un côté, ça ne tient pas d'un autre côté. Que doit faire le gouvernement provincial pour panner ces problèmes? Merci, cher Moïse. Je tiens d'abord à saluer également mes co-débatteurs. Très bien. Et je salue également... les auditeurs et internautes qui nous suivent, Afro Diaspo. Pour ne pas redire ce que j'aimerais dire ici, premièrement, d'abord,
lorsqu'il y a un problème qui est général, il ne lui faut pas des solutions partielles. Très bien. La question des embouteillages, ça rend la vie horrible à Kinshasa. J'aimerais vous raconter une triste expérience que j'ai vécue le lundi passé. Très bien. Il m'a fallu 3 heures du temps pour quitter des Victoires pour arriver à Lemba. 3 heures. 3 heures du temps. Et il y a des gens qui partaient au travail qui étaient obligés. Parce que tout le monde qui sort, ils n'ont pas d'argent pour les motos. Ils étaient obligés de retourner à la maison parce que l'heure à laquelle ils devaient arriver au travail, tout s'est passé au niveau en cours de chemin. D'abord, premièrement, pour résoudre ces cas des embouteillages, je ne pense pas que la solution qui a été émise pour des bandes uniques, de sens unique, soit une solution idoine pour cette question. Je ne pense pas que cela soit été suffisamment réfléchi. Premièrement, c'est que mon co-débatteur Steve dit, il faut d'abord penser à arranger nos routes qui sont dans un état de délabrement terrible. Il faut marcher lorsqu'il plaît pour voir que Kinshasa, c'est vraiment cabassé, comme on le dit souvent à Kinshasa. Très bien. Nous sommes tous dans l'eau. Il n'y a pas de voies, tout est vraiment dans un état de délabrement. Très bien. Deuxièmement, comme solution, il faut créer des routes secondaires, comme mon co-débatteur venait de le dire. Mais il y a une troisième solution que j'aimerais, une piste de solution que j'aimerais émettre ici. Très bien. Tout est question des mentalités. Ce qui nous tue ici dans notre République. Mentalité au niveau de la population ou des dirigeants? Au niveau de tout le monde. Très bien. C'est généralisé. Au niveau des dirigeants, ainsi qu'au niveau de la population. Parce que je prends toujours cette illustration. Lorsque le président de la République passe quelque part, il y a toujours tendance, il y a toujours des militaires qui sont sur les voies 4h, 5h avant. Ces éclaireurs. Et vous allez constater une chose, à chaque fois il y a des militaires qui sont en route, il n'y a jamais des embouteillages. Même sur des voies qui sont qualifiées d'embouteillages habituels. Il n'y a pas. Donc là déjà nous sommes en train de constater que le problème se trouve également au niveau des agents qui travaillent sur place. Les PCR. Le PCR. Très bien. Deuxièmement, c'est au niveau de la population. Lorsque des gens qui empruntent une voie qui contient des bandes d'aller, des bandes de retour, mais vous créez déjà 3 bandes d'aller. Et les autres qui doivent monter, ils n'ont qu'une seule bande. Et c'est lui qui doit mettre de l'ordre, c'est les agents, les PCR. Malheureusement, ils n'ont plus d'autorité parce que nous connaissons leurs pratiques. Moi, j'aimerais proposer à ce qu'ils puissent, qu'il soit créé une unité spéciale. Même au niveau de l'armée, je proposerai, parce que dans des temps de crise, il y a des solutions particulières, qu'ils puissent créer une unité spéciale au niveau de l'armée qui puisse gérer la ville au niveau de la route, au niveau de la police de circulation, au niveau de la circulation, excusez-moi, pendant même 3-4 mois, en attendant qu'on puisse former les agents de la police qui vont travailler vraiment dans le sens de donner des solutions sur des questions d'embouteillage. Très bien. Merci beaucoup, Joël Kayimbi. Je crois que M. Daniel Bouma nous a suivis. Je crois qu'avec ces pistes de solutions, il va quand même essayer d'arranger. David a parlé des endroits où ça tient, où l'autre ça ne tient pas. Il faut toujours aussi revoir. Steve nous a parlé des routes secondaires et arranger d'ailleurs des routes qui sont sur place, qui sont vraiment dans des états vraiment catastrophique. Il y a Kayimbi qui nous a parlé aussi des agents de l'État sur place, les PCR, s'il faut avoir d'autres unités spécialisées en embouteillage. Merci beaucoup pour vos interventions. Ça a vraiment aidé pour ces cas. Revenons dans notre moïton. Nous avons l'État général de la justice. Est-ce enfin les remèdes à la justice congolaise? On commence par Steve. Oui, merci encore une fois, cher Moïse. Très bien. Je ne pense pas que les États généraux va guérir la justice. Va guérir la justice, non, je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas? Puisque le problème, il faut d'abord se poser tout de suite cette question. Est-ce que le problème est au niveau des acteurs qui animent l'appareil judiciaire ou le problème, c'est la justice que nous avons? Très bien. Il faut se poser la question. Moi, personnellement, je pense que le problème, ce sont les acteurs qui animent l'appareil judiciaire. Okay. Ici, en République démocratique du Congo. Je m'explique. Allons-y.
Monsieur Constant Moutamba, que j'ai sali de passage, le ministre de la Justice, très bien, il nous dit qu'il a entamé de réformes audacieuses, courageuses, pour essayer de guérir la maladie qui ronge notre justice. Moi, je me demande si la réforme en question, c'est quoi? Très bien. Je ne pense pas. Il n'y a qu'au Congo où on peut penser que le désengorgement des prisons soit une réforme. Il n'y a qu'au Congo où on peut penser ça. Ça, ce n'est pas une réforme. Très bien. Libérer des gens à Makala, non, les gens mangent 3 fois. Ça, ce n'est pas une réforme. Le vrai problème aujourd'hui serait de voir comment sont payés les gens qui travaillent dans les organes de justice. En commençant par le greffier, le juge, le président, le procureur. Très bien. Voir quelles sont les méthodes de sélection, quels sont des moyens mis en place pour fonctionner l'appareil judiciaire. Par exemple, les tribunaux de paix. Vous savez si ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas reçu le frais de fonctionnement? Donc, les problèmes, c'est l'ex-salaire. Ils ne sont pas payés. C'est pour cela que la justice est malade. Non, mais la justice est malade. Pourquoi? Parce que les acteurs qui sont là sont tellement, permettez-moi, sont tellement pauvres. Sont tellement pauvres. Ils vont faire quoi? Ils vont commencer à faire des magouilles. Apportez-moi l'argent, apporter de l'argent aux magistrats. Et puis, le problème sera, on va jeter l'éponge. Oui. C'est-à-dire que l'État doit premièrement commencer à donner des conditions de vie abordables aux personnes qui travaillent dans les organes de justice. C'est ça Donc, s'il faut très bien vous comprendre, je récapitule pour nos auditeurs aussi, si la justice congolaise est malade, c'est parce que les magistrats, les greffiers et tout ne sont pas bien payés, ne sont pas bien pris en charge. Ne sont pas bien pris en charge. Et aussi, deuxièmement, c'est que le gouvernement, normalement, dans un parti politique, quand on accède au pouvoir, on doit avoir des réformes dans tous les niveaux, dans tous les niveaux de l'appareil. Je dis plutôt gouvernemental. Oui, dans tous les niveaux gouvernementaux. Merci. Donc, au niveau de la justice, quelles des réformes que le gouvernement, l'exécutif, a pour l'appareil judiciaire? C'est quoi cette réforme? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on s'est retrouvé au pouvoir sans vision, sans projet de société, sans des réformes au niveau de l'appareil judiciaire. Et on attend qu'un jeune indépendant de l'opposition, Constant Moutamba, pour venir guérir. Non, mais il va essayer, il va faire de son mieux, mais il sera limité. Pour que le problème soit résolu, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, une politique de gérance en matière judiciaire. Payer les agents de la justice, les magistrats, les remettre dans des conditions qui sont vraiment abordables pour qu'ils ne puissent pas faire preuve de corruption et de débauchage. Très bien. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup Steve pour votre première prise de parole. On aura David à la fin parce qu'il parle déjà beaucoup. Prenons Joël Kayimbi. La justice congolaise, Steve nous a parlé, il ne faut pas de réformes, il ne faut pas des états généraux de la justice, il faut d'abord mettre en place de bonnes conditions pour ceux qui gèrent d'abord cette justice. Il y a la corruption, pourquoi? Parce que selon Steve, les magistrats, les greffiers, toutes ces personnes ne sont pas bien prises en charge par l'État. C'est ça qui conduit à une justice malade. Et quelle est votre lecture? Merci à nouveau. Dire qu'il ne faut pas de réformes, mais tout en proposant des pistes qui ont été proposées par le co-débatteur, c'est dire une chose et son contraire. Allons-y. Il nous faut des réformes. Très bien. Oui. Mais juste que je suis très sceptique par rapport en rapport aux états généraux qui sont organisés par l'excellence Constant Moutamba, que je salue en passant. Très bien. Un éminent cerveau que nous avons dans cette République, jeune qu'il faut vraiment soutenir. Très bien. Mais je suis sceptique parce que je me dis une chose, nous sommes d'accord que la justice congolaise est malade. Mais cette maladie commence d'où? Très bien. C'est la première question à se poser. La maladie dont souffre la justice congolaise ne commence pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Très bien. Ça date de très longtemps.
Je prends l'exemple d'une personne qui est malade depuis 2010. Il souffre d'une même maladie. Vous avez fait des examens en 2010, mais malheureusement, vous ne lui avez pas administré des produits qui ont été prescrits. Et puis, 2 ans après, vous venez encore faire un autre examen parce que vous voulez savoir si la personne souffre de quelle maladie. C'est vouloir une chose et son contraire, et c'est de faire de trop. La justice congolaise est malade, mais cette maladie ne date pas d'aujourd'hui, comme nous venons de le dire. En 2015, il y a eu des états généraux qui ont donné 350 résolutions, mais dont l'application ne donne que 0,8%. Très bien. Et la maladie de la justice congolaise date de longtemps. Entre 2015 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une maladie nouvelle. C'est la même maladie. Et qu'avons-nous fait des résolutions qui datent de 2015 ? Très bien. Et aujourd'hui, il y a ces états généraux dont on ne sait même pas c'est quoi les tenants, c'est quoi les aboutissants. Je prends un exemple. Très bien. Le ministre est en train de nous parler de la question du Conseil supérieur de la magistrature. Très bien. Voulant à ce que soit les ministres, soit des ministres de la justice ou encore le président de la République, l'un d'eux puisse être membre du Conseil supérieur de la magistrature. Mais bon, les réformes doivent nous amener à une évolution et non à une régression. Donc pour vous, cette démarche, c'est une régression. C'est une régression. Nous avons eu l'opportunité, lorsque nous fûmes étudiants, de pouvoir travailler pour notre travail de TFC sur la question du Conseil supérieur de la magistrature, analyse organique et défis actuels. Très bien. La constitution de 64 ainsi que celle de 67 prévoyait à ce que le président de la République ou encore son ministre puisse être d'office président, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Très bien. Mais cela était en train de déranger les principes de la séparation des pouvoirs. Donc ça a influencé la justice. Ça a influencé parce que le Conseil supérieur de la magistrature, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Donc on ne peut pas avoir des membres de notre pouvoir participer dans l'organe qui gère un autre pouvoir. Si vous voulez à ce que le ministre de la Justice puisse prendre part, être membre du Conseil supérieur de la magistrature, accepter également que les magistrats puissent prendre part au Conseil des ministres. Ça serait pas égal parce que là, nous sommes en train de régresser. Ce que nous voulons, c'est que les réformes puissent être des réformes qui nous font progresser. Mais je suis très sceptique par rapport aux états généraux actuels parce que ça nous amène presque à rien. Ce que le ministre devrait faire, c'est d'ouvrir ces tiroirs et de prendre des résolutions qui ont été prises lors des états généraux de 2015 et de chercher tant soit peu qu'est-ce qui doit être appliqué à court terme et qu'est-ce qui doit être appliqué à long terme. Parce que dans ces états généraux, nous voyons tout. Nous voyons des comédiens, des artistes musiciens, des boxeurs, on a même vu. On ne sait plus. C'est les états généraux de la justice ou ce sont les états généraux de la République. Très bien. Tout doit être cadré et tout doit être cadré pour le bien de la République. S'il doit y avoir des cogitations, des réflexions qui doivent être menées pour que la justice soit guérie, ces réflexions doivent être des réflexions ciblées et non des réflexions qui mènent vers un populisme qui nous amènera nulle part. Très bien. Merci beaucoup, Joël Kayimbi. Je vois vraiment les débats est très bien partagé. David aussi va enfoncer les clous. Réforme sur réforme. Nous vivons dans un pays où faire des réunions, des réformes, c'est devenu comme une coutume. C'est devenu comme une réussite. On a même vu avec la ministre de la Jeunesse, avec ses, enfin je dirais pas fameux, avec des réformes, réunir la jeunesse. Non, c'est pas. Discuter et tout. En fait, tout ce qui ont été déjà fait auparavant, ce n'est pas le temps de prendre tout ce qui ont été déjà réfléchi, les mettre sur place ou bien les réfléchir encore. Ce sera un pays où chaque ministre viendra, il y aura une nouvelle réflexion, chaque ministre une nouvelle réflexion et à la fin, on n'aura pas des décisions qui seront mises en place, David Cabassel. Merci beaucoup encore une fois Moïse pour la parole accordée. Je remercie la pertinence des interventions des co-débatteurs. Mais peut-être que je pourrais apporter un point de vue différent de le leur. Ça ne dérange pas. Par rapport à cette question de la justice en République démocratique du Congo. Exprimez-vous, allons-y. Alors je commence d'abord par les frères Steve. Le frère Steve, le premier co-débatteur qui a pris parole. Très bien. Par rapport à la question des réformes ou des états généraux.
Ici, on ne peut pas continuer toujours à dire que la justice est malade sans qu'il y ait une réflexion autour de cette question. Très bien. Et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter un plus pour guérir réellement cette maladie. Très bien. Donc, c'est-à-dire que la question des réformes, elle doit exister et il doit y avoir des réformes pour que la justice puisse se relever. Parce que même celui qui est malade a besoin qu'on puisse l'administrer certains produits afin qu'il puisse avoir encore la force de continuer à marcher normalement. Très bien. Alors, la question des états généraux, en fait. Vous savez, il y a eu des états généraux en 2015. Oui. Mais ces états généraux qui n'étaient pas inclusifs, en fait. Comment ça? Puisque la participation des personnes qui ont pris part à ces états généraux, on avait exclu de manière claire et directe la population. Le peuple congolais, en fait. Très bien. Il y avait des animateurs de l'appareil judiciaire qui étaient présents à ces états généraux. Or, quand vous voulez parler du redressement de la justice, il faudra associer le peuple. Très bien. Et c'est ce que le ministre de la Justice actuel a compris. Que certes, il y a eu des états généraux en 2015 où il y avait 350 propositions, mais dont le peuple n'a pas pris part. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Doit-on annuler ces propositions ou doit-on les étudier minutieusement pour récolter certaines propositions qui peuvent nous servir actuellement et les ajouter avec les propositions que le peuple amènera aujourd'hui? Très bien, vu que la vie aussi a évolué. Exactement, les choses ont évolué. La vie de 2015, la manière dont la justice s'administre en 2015, ce n'est pas la même aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui gangrènent la justice congolaise. Alors, le ministre a compris qu'il faudra ajouter le peuple dans ses assises. Il faudra ajouter toutes les corporations dans ses assises. Très bien. Il faudrait faire intervenir tout le monde dans ses assises. Voilà pourquoi il y a eu des artistes, voilà pourquoi il y a eu des boxeurs, il y a eu des comédiens, il y a eu le peuple, il y a eu la jeunesse. Tout le monde a parlé. Et c'était impeccable. Mais une chose à préciser, c'est que tout ce qui s'est dit pendant les états généraux n'est pas considéré. Très bien. Il y a des propositions, justement, on les écoute. Mais quand il faudrait les proposer ou prendre des réformes réellement, il y a certaines propositions qu'il faudrait rejeter. Très bien. Donc ici, il faut préciser les choses. Nous sommes encore dans une phase de proposition. Nous sommes dans une phase de proposition où nous attendons réellement qu'il y ait une réforme. Mais ma crainte, elle est laquelle par rapport à cette question? Je crains que ces assises ne puissent pas en fait donner ses fruits. Certes, le président de la République a frappé sur la table, il a dit, ministre de la Justice, je t'accompagne, va jusqu'à la fin. Et le ministre a une volonté ferme d'apporter des réformes dans le secteur de la justice. Très bien. Mais il n'y a pas que le président de la République et le ministre de la Justice qui doivent intervenir dans ces réformes. S'il faudrait modifier la loi portant installation du Conseil supérieur de la magistrature, il faudrait que le Parlement puisse se réunir. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que les députés nationaux seront d'accord? Et vous, est-ce que les sénateurs seront d'accord? Vous êtes d'avis? Personnellement, je suis d'avis avec la question des réformes dans le secteur de la justice. Vous êtes d'avis aussi que les ministres de la Justice ou même les présidents de la République prennent part aux assises de la justice? Personnellement, je suis un peu très sceptique par rapport à cette question. Montesquieu a parlé de la séparation de pouvoir. Mais la séparation de pouvoir doit avoir des limites. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Très bien. Alors, le ministre propose à ce que, comme la France, bien sûr, que le ministre de la Justice puisse faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. Mais pour jouer quel rôle? Ce sont des questions sérieuses qu'il faudrait maintenant se poser. Très bien. S'il faudrait qu'on ajoute le président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature, il aura quel rôle? Très bien. Ça, c'est aussi important. Parce que même s'il faudrait révoquer des magistrats, vous comprenez que le Conseil supérieur de la magistrature va faire des propositions et c'est au tour du président de la République de prendre l'ordonnance. Est-ce que le président de la République doit commencer à siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature quand il s'agira de la question du régime disciplinaire des magistrats? Voyez un peu, ce sont des questions qu'il faudrait se poser. Donc, je ne suis ni contre, je ne suis ni pour. Mais je serai contre ou pour quand on nous dira réellement quel est le rôle que le ministre de la Justice fera au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Très bien. Ou quel est le rôle que le président de la République jouera. En ce moment, nous pouvons donner notre avis par rapport à cette question. Très bien. Mais je pense que de manière générale, nous sommes d'accord avec les États généraux, nous sommes d'accord avec les réformes au sein de l'appareil judiciaire, mais nous commençons à nous poser des questions. Parce que d'ici là, on va clôturer les États généraux. Très bien. Il y aura des réformes, des propositions de réformes. Est-ce que ces réformes ne vont-elles pas
rester dans le placard comme les réformes Celle de proposition de 2015. Parce qu'il faudrait faire intervenir toutes les personnes. Il y a peut-être des réformes qui toucheront au changement de la Constitution. Est-ce que tout le monde sera d'accord? Est-ce que réellement le Parlement sera d'accord de réviser la Constitution? Est-ce que réellement le Parlement sera d'accord de réviser certaines lois, de modifier plutôt certaines lois? Voilà un peu des questions auxquelles nous commençons à un certain moment à nous poser, parce que le président de la République, le ministre de la Justice, ont la volonté ferme d'apporter une thérapie de choc, comme le ministre l'a dit. Mais est-ce que cela va aboutir? Très bien. Donc, voilà notre point de vue par rapport à cette question. Merci beaucoup, David Kabassé. Je vois vraiment c'est très très profond comme chaque intervenant. On revient à M. Steve. Vous êtes de l'opposition, je le signale, auditeur et internaute, les cadres du parti LGD de Matata Mponyo. Matata Mponyo, qu'on déclare qu'il est proche du pouvoir, jusqu'à là, entre guillemets. Vous êtes de l'opposition. Il y a quelques temps passés, Martin Fayoul et l'Église catholique prévoyaient à organiser un dialogue pour l'unité nationale. En quelque sorte aussi, ces réformes des États généraux de la justice, c'est aussi un pourparler pour aussi recadrer la justice que nous tous, nous savons qu'elle est malade. Vous avez dit très bien, il faut d'abord revoir les paiements des magistrats, il faut d'abord revoir les paiements de ceci, il faut d'abord revoir les paiements de cela. Est-ce que ce n'est pas aussi question des valeurs? Qui est qui fait quoi? Les valeurs des personnes qui incarnent ces postes. Est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir, vu ce qu'on a rêvé, on a rêvé à 2015, ça a peut-être évolué. En dehors des salaires des magistrats, comment nous pouvons guérir cette justice qui est malade? Steve, allons-y. Ok, merci, cher Moïse. Très bien. Déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que le frère a dit. Habituellement. Oh, oui, sur la séparation de pouvoir. Sur la séparation de pouvoir, c'est un principe, comme on dit, mythologique. C'est-à-dire qu'il y a une séparation fonctionnelle et collaboration mutuelle. Très bien. Donc, je suis contre à l'idée que le ministre de la Justice puisse siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi? Puisqu'il fait partie du pouvoir exécutif. Alors, il est clairement dit que le pouvoir exécutif, il y a séparation de pouvoir, le pouvoir exécutif ne peut pas interférer dans le judiciaire. Donc, le ministre de la Justice, par rapport à ces états généraux qu'on nous arrête. Donc, comme ça s'est fait aussi au pouvoir législatif, si tu es député, tu veux passer au gouvernement, tu laisses définitivement ton poste de député pour la séparation du pouvoir. Non, donc, pour la séparation de pouvoir, c'est juste le législatif, l'exécutif face au judiciaire. Très bien. Le législatif et l'exécutif ont droit de collaborer comme bon le semble. Très bien. Mais dans le respect de la loi et des normes. Mais le pouvoir judiciaire reste indépendant. Le pouvoir exécutif ne peut pas donner... Mais quand vous parlez de séparation de pouvoir, comment exécutif et législatif doivent collaborer, tandis que les judiciaires doivent rester en écart? Non. Le législatif et l'exécutif, on considère qu'il y a collaboration mutuelle et il n'y a pas de séparation il n'y a pas de séparation fonctionnelle. Pourquoi? Parce que le gouvernement vient de l'Assemblée nationale. Donc là, il y a ce que je viens de dire, que collaboration fonctionnelle. Il n'y a pas de séparation. Il y a séparation entre le législatif, il y a séparation entre le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Donc le judiciaire doit être indépendant. Mais le législatif et l'exécutif ont le plein droit de se collaborer comme bon les semble. Allons-y. Voilà. Et pour répondre à votre question, vous avez parlé que le frère Martin Fayoulou a proposé un dialogue. Et aussi le monsieur là, de la CLC, il s'appelle comment? L'abbé... L'abbé Chollet, Donatien Chollet. Oui, l'abbé Donatien Chollet. Par rapport au dialogue, ça, je laisse ça un peu de côté. Mais si je dois ajouter quelque chose par rapport à ce qui concerne ce que je venais de dire récemment sur le paie des agents des organes de la justice. C'est ça vraiment le vrai problème? Ou bien la question est au niveau des valeurs? Qui incarne quoi? Pas d'abord des valeurs, je répète toujours, le problème, ce sont les acteurs qui animent les organes de la justice.
Pourquoi les acteurs? Le pouvoir exécutif aujourd'hui en République démocratique du Congo a pris le dessus sur le pouvoir judiciaire. Très bien. Donc le président de la République donne des injonctions aux magistrats, au procureur général et à l'organe de l'appareil judiciaire sur l'étendue de la République. Très bien. Pas donner des ordres dans le sens il y a collaboration fonctionnelle. Non. Donner des injonctions que tel monsieur, puisqu'il est de tel ou tel autre camp, il doit être saisi, arrêté, empêché de parler et même kidnappé. Donc, oui. donc, vous voulez dire que le président s'ingère au problème de la justice, aux questions de la justice? Le président de la République, des gens qui sont au pouvoir, s'immiscent de plein droit, alors que normalement, ça ne devait pas être de plein droit dans le judiciaire. Voilà pourquoi au début, j'ai parlé que le problème, ce sont les acteurs. Très bien. Le pouvoir politique a pris les droits par la gorge, par le cou. Alors qu'en principe, c'est les droits qui devaient faire la saisine du pouvoir politique. C'est ça les problèmes. Donc les acteurs, c'est que M. Félix Tshisekedi, la majorité aujourd'hui, doit comprendre que la justice, le pouvoir judiciaire doit rester indépendant. Laisser les magistrats, s'il y a infraction, s'il y a un membre de l'opposition ou de la société civile commettent des infractions, c'est aux magistrats, aux procureurs, au parquet d'instruire les dossiers, mais de commencer... Mais c'est ce qui s'est fait. Ça s'est fait avec les messieurs de... Quel monsieur? Seth Kikouni, ça s'est fait avec Seth Kikouni, c'était la justice. Je ne crois pas que c'était l'UDPS qui était venu arrêter, ou les pouvoirs en place qui étaient venus arrêter Seth Kikouni. C'est seulement la justice qui arrête. Ça ne sera pas le débatteur à côté de moi ou une personne, ou les auditeurs qui nous suivent maintenant qui vont me contredire, c'est ce que je vais dire maintenant. Allons-y. Le camarade Seth Kikouni a été kidnappé. Kidnappé. Vous êtes juriste, vous le savez. Oui, je pèse mes mots. Très Il a bien. été kidnappé dans son bureau par des personnes non autrement identifiées. Pendant plus de 15-16 jours, sans suite, téléphone ayant disparu, sa femme et ses enfants, Bayebi et Sika Azate, portés disparus inconnus. C'est après que l'on puisse tweeter et faire des bruits. Et Nassau Nyango, les gens du pouvoir, à l'année. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le problème jusqu'à présent, les états généraux, moi je trouve que c'est un fiasco. C'est un fiasco. On devait prendre des propositions. Il y a les états généraux de 2015 pour essayer d'apporter qu'est-ce qu'on peut faire, mettre en pratique. Comme le frère l'a dit, il y avait états généraux, mais décision a été obsolète sans rien du tout. Très bien. Donc, je pense que le problème, même dans ces états généraux, vous évoquez aussi un problème des acteurs, des gens qui prennent des décisions. Même dans ces états généraux, quand on parle de réformes, on peut aussi apporter des réformes à ces niveaux-là. Voir comment la justice doit être vraiment absolument indépendante, voir comment les acteurs politiques ne devaient pas interférer aux affaires de la justice. C'est dans les états généraux, c'est pourparlers qui peuvent aussi pondre, entre guillemets, des solutions pour régler les problèmes que vous évoquez. Demain, j'ai suivi... non, pas demain, hier, j'ai suivi avec Fouy le professeur Luzolo, qui fut aussi ministre de la Justice. Il a dit que le peuple congolais ne se retrouve pas aujourd'hui. Dans cette justice. Le peuple ne se retrouve pas. Pourquoi le peuple ne se retrouve pas? Puisque la gestion de l'affaire, de l'appareil judiciaire est devenue très politisée. Très bien. Très politisée dans le sens que même les magistrats font la politique. Et puisque le pouvoir politique, que ces magistrats souffrent, voilà pourquoi Bazo Zouaba injonction auprès de ces gens-là. Très bien. S'il y avait un juge indépendant qui pouvait assurer l'effectivité de la constitutionnalité des lois, qui pouvait s'assumer pleinement, je ne pense pas que même le président de la République a coupé cette injonction. Aux États-Unis, le président de la République n'a pas droit sur un juge. C'est toi qui m'as nommé, mais je ne suis pas redevable
envers toi. Très bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi je garde ma position, que le système judiciaire que nous avons, c'est vraiment un système judiciaire qui est adaptable à nos conditions, mais le problème est toujours les acteurs qui animent l'appareil judiciaire. Alors, je ne monopoliserai pas la parole. Très bien. Merci beaucoup Steve. Je crois à nos auditeurs, ceux qui nous suivent en cours des diffusions, nous parlons des états généraux de la justice. Est-ce enfin, c'est un remède à la justice congolaise, au terrain interne, c'est avec ça que nous avançons. Prenons Joël Kayimbi. Vous avez parlé des résolutions de 2015. Vous avez parlé que ces états généraux ne vont rien prendre. Il faut faire recours aux résolutions de 2015 pour mettre en place certaines décisions qui ont été prises. David Kabassel a parlé de l'évolution de la maladie. Certainement, si quelqu'un souffrait en 2015 et qu'il est toujours malade jusqu'à aujourd'hui, il faut encore réexaminer pour voir où est-ce que la maladie à quel niveau que la maladie a atteint. C'est toujours important pour savoir l'évolution de la maladie. Vous ne pensez pas que Kabassel a raison de parler qu'il faut d'abord examiner encore les malades qui est notre justice et voir qu'est-ce qu'il faut encore, quels médicaments encore qu'il faut lui donner pour, entre guillemets, soigner cette maladie qui est la justice congolaise. Joël Kayimbi. J'aimerais d'abord, avant de pouvoir répondre à la question, très bien, dire un petit mot à mon co-débatteur Steve. Ok. C'est que les questions de la République se réfléchissent avec toute équanimité. Allons-y. Lorsque vous êtes en train de mettre des cogitations autour de la question de la res publica, ça ne nécessite pas à ce que vous puissiez faire intervenir des émotions. Très bien. Donc, il a parlé par des émotions, c'est ça? Bon, je crois, oui. Hein. Allons-y. Pour des raisons de la science, j'aimerais rectifier une ou deux choses. Allons-y. D'abord, premièrement, la question de la séparation des pouvoirs ne s'applique pas qu'à l'égard du pouvoir judiciaire. Très bien. Ces principes qu'a construit Montesquieu s'appliquent à l'égard de tous les pouvoirs traditionnels. Très bien. Car nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ainsi que le judiciaire. Très bien. Le fait qu'il puisse y avoir collaboration n'annule en rien les principes, ça ne dérange en rien les principes de la séparation des pouvoirs. Très bien. Raison pour laquelle même le professeur Lozolo qu'il venait de citer, il dit dans son ouvrage que la question de la séparation, cette question n'est pas une séparation absolue. Très bien. Parce qu'il doit y avoir toujours des collaborations. Je peux illustrer. Les judiciaires collaborent avec l'exécutif parce que c'est l'exécutif, à l'occurrence le président de la République, qui nomme les magistrats et c'est lui qui les révoque, bien que ça doit être à la proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les pouvoirs judiciaires collaborent avec les législatifs parce que les juges n'ont qu'autorité la loi et la loi qu'il est en train d'appliquer émane du pouvoir législatif. Donc, il doit y avoir toujours une certaine collaboration, bien que je suis un grand défenseur de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce que je crois que c'est l'un des grands problèmes que nous avons actuellement. Le pouvoir judiciaire n'est pas vraiment indépendant. Les problèmes émanent d'abord par rapport au texte, deuxièmement par rapport aux conditions de vie, comme il a bien soulevé, aux conditions de vie des magistrats, aux conditions de vie des gens des agents publics qui travaillent au sein des institutions judiciaires. Il y a un sérieux problème. Très bien. Comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Comment est-ce qu'ils sont payés? Ça, c'est un problème. Dans quelles conditions ils travaillent? Il faut aller dans nos tribunaux. Peut-être les gens n'ont juste l'image de la Cour de cassation, Conseil d'État, Cour constitutionnelle, encore du palais de la justice. Mais il faut aller dans nos tribunaux, dans nos quartiers. Même des parquets. Dans des parquets. Dans quels états se trouvent-ils? Très bien. C'est dans des états de délabrement terribles. Très bien. Vous voyez? Et puis autre chose, avant de pouvoir répondre. Allons-y vite. Un élément aussi, je voulais rectifier, c'est que le fait pour les présidents de pouvoir agir pour le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire n'est pas... S'il va parler de l'ingérence du président de la République dans les pouvoirs judiciaires. Ni de l'ingérence, ni de l'interférence. Parce que l'article 69 de la Constitution dit que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et la Constitution dit que nous cite des 4 institutions de la République. Nous parle du président de la République, du gouvernement, du Parlement, ainsi que des cours et tribunaux. Si les cours et tribunaux font partie
des institutions de la République, les présidents de la République étant que les garants du bon fonctionnement des institutions, le fait pour lui de mener des réflexions ou encore de vouloir poser des actes. Même de donner son avis. Même de donner son avis n'est en rien une interférence, n'est en rien une ingérence. C'était des éléments que je voulais émettre en vue des rectifications par rapport à ce qu'a dit Steve. Très bien, allons-y. Et par rapport à la question posée, moi j'estime, il y a Maître Kabassé là qui a dit que la maladie a évolué. Sur base de quels éléments que vous avez dit que la maladie a évolué? Sur base de quel diagnostic que vous avez dit que la maladie a évolué? Sur base de ce qui s'est fait aux États généraux de la justice. Non. Il faudrait d'abord se poser la question, pourquoi les médicaments qui ont été prescrits à la justice congolaise en 2015 n'ont pas été administrés? Très bien. C'est ça la première question. Deuxièmement, quelle est cette opportunité qui nous amène à aujourd'hui d'organiser les états généraux de la justice? S'il doit y avoir des réflexions, les réflexions doivent concourir vers ce que je venais de dire tantôt, vers l'effectivité de l'indépendance de la justice. Le premier élément qui doit se baser par rapport au texte. On doit réfléchir comment modifier nos textes pour que les pouvoirs judiciaires soient réellement et effectivement indépendants. Deuxièmement, les conditions de vie. Mais en troisième lieu, nous avons des ordres de juridiction. Nous avons l'ordre des juridictions judiciaires et l'ordre des juridictions administratives. Mais est-ce que savez-vous, en ce qui concerne l'ordre des juridictions administratives, il n'y a qu'une seule juridiction qui est installée jusqu'à ce jour. Il n'y a que le Conseil d'État. Dans les réflexions, dans ces états généraux, on pouvait réfléchir comment est-ce qu'on peut rendre effectif tous les organes, en fait toutes les juridictions de l'ordre administratif pour que les pouvoirs judiciaires soient maintenant au complet. Les pouvoirs judiciaires actuellement n'est pas au complet. Il y a des problèmes, vous voyez. Donc s'il doit y avoir des réflexions, les réflexions doivent concourir vers premièrement l'indépendance de la justice, deuxièmement vers les conditions de vie de ces magistrats. Si un magistrat est bien payé, si un magistrat est bien sécurisé, s'il travaille dans de très bonnes conditions, si les greffiers et travaillent dans de bonnes conditions, je ne pense pas qu'il y aura des juges uniques. Je ne pense pas. Je ne pense pas que nous aurons des magistrats corrompus, bien qu'il y a toujours ces gens qui ont des très mauvaises mentalités. Vous justifiez la corruption par une mauvaise qualité des vies des magistrats. Ce n'est pas une justification, mais c'est de là où nous devons partir. Très bien. On ne peut pas infliger à des gens des grandes sanctions sans pouvoir se poser la question pourquoi ces gens se trouvent dans de tels états. Ils se trouvent dans de tels états. Vous savez, l'état de la pauvreté nous expose à tout. Très bien. L'état du manque de la disette nous expose à tout. Donc ventre affamé n'a pas d'oreille. Exactement. Une personne qui peut, bien qu'il soit détenté, une personne détentrice des valeurs, des bonnes valeurs, à cause de la pauvreté, ces valeurs sont vraiment dérangé, vous voyez. Donc il faut d'abord travailler, il faut que les réflexions soient menées de manière équanime, comme je venais de le dire, pas avec émotion, pas dans le but de prouver qui on est, pas dans le but de prouver qu'on est meilleur, mais j'aimerais proposer à l'excellence le ministre Constant Moutamba, comme je l'avais dit au début d'entrée de jeu, un excellent cerveau que nous avons de la République, qu'il puisse, après, d'autant plus que ces états généraux ont déjà lieu, bien que je suis très sceptique par rapport aux résultats de ces états généraux, mais qu'il y a encore temps pour que tout soit recadré, que dans les réformes soient très pratiques, que les réformes soient des réformes qui tiennent compte également de ce qui a été dit lors des états généraux de 2015 et que nous n'allions pas vers les forcing, mais nous allions vers une construction qui amène la République vers un épanouissement, vers un progrès et non un regret. Très bien, merci beaucoup Joël Kayimbi. Auditeur et interview, vous le savez très bien qu'on parle du média, on parle du temps. Le temps est toujours notre pire ennemi. Je crois qu'on va conclure avec nos derniers mots qui va d'ailleurs prendre les tout. Quand on vous donne la parole, vous prenez votre réaction et vous chutez avec votre dernier mot. Cela nous permettra de bien terminer. Maître David Kabassé, Maître Kayimbi, j'insiste sur les diagnostics de 2015. Comment un médecin qui ne contrôle pas pourquoi les remèdes prescrits en 2015 ont été donnés, mais directement avec qu'on refasse les examens. Et si cette même aventure de 2015 refait surface, faire encore des examens aux malades
et qu'après, qu'il n'y ait pas encore des soins qui vont peut-être suivre après. Les problèmes, les diagnostics est déjà traité. Pourquoi pas directement entamer directement l'action, attaquer directement la maladie, au lieu encore de retourner encore derrière pour réfléchir et voir comment on peut encore guérir les malades. Car la justice qui est notre malade tend déjà vers sa mort, si on peut le dire comme ça, Maître David Kabassé. Encore une fois, merci de la parole. Je voudrais surabondamment, avec ce que rapidement Maître Joël Kaïmbi venait de dire, je voudrais aussi commencer par là pour essayer de recadrer quelque chose que Monsieur Steve a dit tout au début. Vous savez, l'avantage avec ces débats, c'est que on a des juristes de formation et des juristes à formation. Donc, il y a une nuance détail. Moi, personnellement, avec mon confrère Joël Kaïmbi, nous sommes juristes de formation. C'est-à-dire qu'on n'est pas étudiant, on est juriste de formation. Très Par rapport à Steve, il est encore juriste en formation. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui l'échappent, beaucoup de couacs. J'espère qu'avec le temps, il finira toujours par les apprendre. Ce n'est pas sa faute en fait. Très bien. Parce que même dans ce genre d'émission, il va toujours en prendre. Exactement. Parce que l'émission en fait est aussi pédagogique. Oui. Les téléspectateurs, les auditeurs, même le co-débatteur, tous nous apprenons. Très bien. Alors, même moi aussi, le présentateur, j'apprends. Bien évidemment. Très bien. Alors, la première des choses qu'il faudrait, c'est que je ne pense pas que le collègue Steve a déjà eu le cours de déontologie des avocats et des magistrats. Parce que la déontologie, elle est importante. Avant d'abord de parler de la déontologie, je voudrais d'abord regarder quelque chose. Le principe de la séparation du pouvoir, comme l'avait Montesquieu, c'est un principe sacro-saint. Mais par rapport à ces principes doivent avoir des limites. C'est-à-dire que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Quand on dit l'indépendance du pouvoir judiciaire, cela ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas collaborer. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir un pouvoir sans collaboration avec un autre pouvoir. Déjà, les réformes menées il y a très longtemps, on a placé le ministre de la Justice à la tête. Aujourd'hui, le ministre de la Justice a le pouvoir d'injonction sur le magistrat du parquet. Donc, vous comprenez que le magistrat du parquet peut subir un pouvoir d'injonction venant de la part du ministre de la Justice. Très bien. Et le ministre de la Justice qui fait partie du pouvoir exécutif. Donc, vous comprenez qu'il y a réellement des limites par rapport au principe de la séparation du pouvoir. Donc, si aujourd'hui le ministre de la Justice dit « Monsieur le procureur général, je vous instruis d'ouvrir des enquêtes contre telle personne ou telle personne », il n'a pas biaisé. C'est son pouvoir, le reconnu par la justice, la loi. La loi, oui. Donc, il n'y a rien de dire que parce que le pouvoir exécutif peut collaborer avec le pouvoir judiciaire, cela fait en sorte qu'il y ait déséquilibre. Non. Donc ça, c'est un principe, c'était une précision détail que je voulais faire. Très bien. Par rapport au cours des déontologies des magistrats et des avocats, vous allez comprendre que quand vous voulez adhérer à un corps, il y a des exigences. Très bien. Et des exigences ne sont pas d'abord pécuniaires. L'argent, c'est après. Très bien. Mais tu veux devenir magistrat. Mais la déontologie a ses principes que vous devez respecter. Au-delà de l'argent. Au-delà de l'argent. Très bien. L'éthique. J'ai aimé l'intervention d'un médecin qui a pris parole aux États généraux, qui a fait comprendre à ce que le magistrat ne peut pas se plaindre par rapport à nous médecins. Nous médecins, vous finissez vos études, vous devez vous battre pour que vous soyez mécanisés. Et dès que vous avez cette mécanisation, le premier salaire que vous touchez en tant que médecin, c'est 1 million quelque chose. Mais un magistrat, dès qu'il finit, il reçoit au concours, il est mécanisé, c'est 2 millions au-delà. Très bien. Donc, le médecin a dit, c'est-à-dire que nous, médecins, vu qu'on touche 1 million, on peut se dire, quand tel malade viendra, on va l'administrer tel produit pour qu'il puisse mourir. C'est non-sens. Ça, c'est violer les serments d'Hippocrate qu'ils ont prêtés. Contre l'éthique et la déontologie. Contre l'éthique et la déontologie. Très bien. Ce n'est pas du fait qu'un magistrat estime qu'il est moins payé qu'il doit se lancer dans la corruption. S'il ne veut pas, qu'il n'adhère pas au corps, qu'il arrête. Donc la déontologie, elle est importante sur certaines questions au-delà de l'argent. Je suis d'accord que dans les réformes, il faudra améliorer les conditions de vie des magistrats. Comment on doit prendre soin d'eux, les hôpitaux qu'ils doivent fréquenter, tout ça, ça doit être amélioré. Je suis d'accord. Très bien. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait
d'encourager la corruption avec le fait qu'ils sont moins payés. De les justifier par les salaires, par les conditions de vie. Ça n'a pas de sens. Je pense que le confrère Steve, quand il aura le cours de déontologie des avocats et des magistrats, il comprendra ce que nous sommes en train de dire maintenant. Mais pour revenir à votre question par rapport au diagnostic fait en 2015. Très rapidement, oui. Le ministre Mutamba, que je salue, l'excellence ministre de la Justice, c'est un monsieur très pertinent, pétri d'intelligence et de sagesse, que nous saluons. Très bien. Il ne faudrait pas lui tenir rigueur par rapport aux États généraux. Parce que quand les États généraux de 2015 étaient organisés, il n'était pas au pouvoir. Très bien. Il n'était pas aux commandes. Et même le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'avait pas encore pris le pouvoir. Très bien. La question qu'on devait se poser ici, qu'est-ce qui a fait en sorte que ces réformes ne soient pas appliquées? Ce n'est pas à Tshisekedi de répondre à cette question. Ce n'est pas au ministre Mutamba de répondre à cette question. Mais puisqu'ils n'ont pas appliqué, et il y a eu évolution de 2015 jusqu'en 2024, c'est-à-dire qu'on a constaté peut-être certains mots qui se sont rajoutés. 9 ans après. 9 ans après. Ils ont compris qu'il y a certains mots qui se sont rajoutés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la prise de parole du ministre de la Justice, il n'a pas dit que nous n'allons pas tenir compte des réformes de 2015 ou des propositions des réformes de 2015. Mais ils ont il a plutôt dit qu'on va tenir compte de ces réformes tout en les analysant, mais tout en proposant aussi de nouvelles réformes, le mettre ensemble et les appliquer. Alors, pour clôturer ou pour dire mon mot de la fin, ici, moi, je suis en train d'interpeller tout le monde qui participera à l'effectivité de ces réformes. Que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre de la Justice, que ce soit le Parlement, les députés ou les sénateurs, n'importe quelle personne qui participera à l'effectivité de ces réformes, ils doivent être consensueux. Très bien. Parce qu'on ne peut pas continuer de se plaindre toujours de la justice. Imaginez-vous qu'une loi sera bloquée par rapport à l'effectivité de ces réformes des États généraux. Pourquoi? Parce que les députés vont exiger qu'il y ait des palissades, qu'il y ait de l'argent pour que telle loi puisse passer. Ça n'aura pas de sens. C'est ça même la régression de la justice. C'est ça même la régression. Parce qu'à un certain moment, ils seront bloqués. Ils ont parlé, ils ont proposé, c'est bien. Mais l'effectivité. Voilà pourquoi ici j'appelle la conscience de tout le monde qui interviendra dans ces réformes, qui doivent être consensueux, ils doivent tenir compte des générations futures que nous sommes, parce que nous sommes en train de nous lever. Très bien. Nous sommes en train de les observer, ils sont en commande. Demain, ça sera notre tour. Et je pense que nous, à notre niveau, on réfléchira autrement par rapport à ça. Très bien. Merci beaucoup, David Kabassé, l'auditeur internaute. C'était ces mots de la fin, un peu pertinents, trop pertinents, je peux même les dire comme ça. Ça a un peu balayé tout le monde. Je crois qu'il y aura encore des contestations du côté Steve. Steve, vous prenez votre mot de la fin et vous allez aussi regarder les choses. David nous a parlé de l'éthique et déontologie. Même nous, en journalisme, il y a l'éthique et déontologie. Tu ne peux pas, étant que journaliste, faire ceci et faire cela, peu importe la position où tu te trouves. Tu ne peux pas être avocat ou magistrat, on parle d'abord des magistrats, mal jugé ou être corrompu parce qu'on ne te paye pas bien. La question de la maladie ne se posera pas au niveau des valeurs, au niveau de l'éthique et de l'ontologie, au lieu de se pencher, comme vous avez dit, au niveau des conditions de vie de nos magistrats. Merci encore une fois, Moïse. Ce que je peux dire, je reviens sur la théorie de séparation de pouvoir. Je pense que mes co-débatteurs ne m'ont pas suivi avec fruit. J'ai parlé des séparations fonctionnelles et collaboration mutuelle. C'est-à-dire qu'il y a séparation au niveau des fonctions qu'occupe chacun, mais il y a collaboration mutuelle. Donc, ceux qui je ne pense pas... Ce n'est pas le professeur Njoli qui va me contredire sur ce que j'ai dit, ni le professeur Luzolo qui va me contredire sur ce que j'ai dit. Donc, par rapport aux déontologies, sincèrement, je ne suis pas encore avocat. J'ai fait des études de droit, je suis en 3e licence. Alors, la déontologie, que ce soit le médecin, les avocats, ont leur déontologie. Normalement. Le principe, ces principes sont fixes et très bien établis. Pensez-vous que ces magistrats qui sont devenus, qui reçoivent aujourd'hui des pots de vin, ne pensez-vous pas que ces magistrats ne connaissent pas la déontologie? Ils sont ignorants.
ils ne sont pas ignorants. Ces magistrats connaissent la déontologie. Mais vous ne savez pas ce que peut faire l'argent, le pouvoir de l'argent. L'argent peut même changer la foi de quelqu'un. Et la déontologie. Donc, je ne vais pas faire des attaques personnelles. Je salue le déroulement des états généraux de la justice. Si c'est pour le bien de la République, on va toujours soutenir que ces réformes ne soient pas abandonnées ou laissées au tapis comme les réformes de 2015. C'est ce que je peux dire. Je ne réponds pas aux attaques personnelles. Très bien, merci beaucoup. On va encore revenir après ici, après ces états généraux pour encore en discuter. Nous sommes toujours là. Joël Kayimbi, votre mot de la fin, et s'il faut balayer. Merci. Je suis encore très fier d'avoir participé dans ces débats avec des interventions pertinentes. Très bien. J'aimerais d'abord dire un mot par rapport à ce que Maître David Kabassel a dit, en mettant en exergue le fait que le président de la République, ou encore son ministre de la Justice, n'ait pas été au pouvoir lorsqu'il y avait états généraux en 2015. Je lui rappellerai juste un principe sacro-saint dans le domaine des services publics, qui est le principe de la continuité. Très bien, la continuité du pouvoir. Exactement. Très bien. Ces principes veulent à ce que celui qui accède après une autre autorité puisse appliquer la politique qui a été émise. S'il doit y avoir des réformes, s'il doit y avoir retouché, mais vous ne pouvez pas avoir comme excuse le fait que vous n'ayez pas été là lorsque les décisions encore, il y avait des réformes qui ont été, des décisions encore, des propositions qui ont été prises avant vous. Donc, ces principes est à en prendre en compte. Très bien. Deuxième élément, ce que nous aimerions dire en prenant la parole en dernier, c'est qu'il y a une grande nécessité des réformes dans le domaine de la justice. Très bien. Nous, dans le cadre du Centre congolais d'études et de recherches constitutionnelles que dirige l'éminent professeur Kayamba Tchitindouba, que nous saluons en passant, nous menons des recherches dans le domaine constitutionnel et nous nous retrouvons souvent dans cette grande préoccupation de l'indépendance de la justice. Une justice ne peut être meilleure que si elle est indépendante. Une justice ne peut être meilleure que si il lui est garanti toutes les conditions possibles. J'ai aimé ce qu'a évoqué Maître David Kabassel là, c'est que la déontologie, l'éthique doivent être prises en compte dans le chef des magistrats, dans le chef des personnels qui travaillent au sein du pouvoir judiciaire. Oui, il y a nécessité qu'il y ait une réforme, mais avant qu'il y ait une réforme, cela ne doit pas être des excuses pour mal faire. C'est pour laquelle j'ai toujours dit que le grand problème du Congo, c'est le problème du patriotisme. J'aimerais faire appel à des Congolais pour que nous puissions développer l'amour à la patrie. Lorsqu'on aime sa patrie, on ne prendra pas des décisions iniques. Lorsqu'on aime sa patrie, avant de prendre une décision, on pensera aux générations à venir. Lorsqu'on aime sa patrie, avant de tout faire, on pensera à ce qui doit être le corollaire des actes que nous posons aujourd'hui vis-à-vis des générations à venir. Donc, par rapport à ces états généraux, pour dire le dernier mot, cela se déroule déjà, même si on émet des critiques, rien ne fera en sorte que ça puisse être annulé. Mais nous faisons appel par rapport aux propositions de réformes qui doivent être prises, que cela ne doit plus être placé dans les tiroirs comme celle de 2015, mais prendre ces réformes, prendre ces propositions de réformes et planifier, mettre en place un planning de son effectivité, mais également prendre en compte ce qui a été décidé en 2015. Et voilà notre dernier mot, et nous disons encore merci à Diaspo Média. Merci beaucoup, merci à Steve, merci à David, merci à Joël, merci à vous aussi, auditeurs et internautes, partout où vous avez suivi cette émission. L'émission reste toujours à votre disponibilité, vous pouvez les suivre, les partager dans tous les moments, partout où vous pouvez les partager, l'émission reste à votre disponibilité. Surtout, n'oubliez pas, c'est une émission très très capitaine. Ne regardez pas, ne soyez pas égoïste.
Partagez vos questions et préoccupations. Nous l'avons beaucoup réussi ici, mais il n'y a pas le temps pour vous répondre. Il y aura toujours des manières personnelles où on peut toujours vous répondre. Merci beaucoup à tous les auditeurs Afro Diaspora Média. Merci à Rissel qui a été derrière les caméras, qui a été à la technique. Merci à tout le monde. On se retrouve encore le jeudi prochain pour un autre numéro. Exprimez-vous. Quant à moi, je vous dis au revoir.